bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission F2M. Toulouse, on est ensemble pendant 53 minutes ou 1 heure si on reprend 7 minutes de retard parce qu'on a 7 minutes de retard et on s'en excuse. Mais quand c'est pas la radio qui merde, c'est le Facebook Live, donc on n'y peut rien, on est totalement désolé, mais une émission en retard ne sera pas une bonne émission pour ceux qui connaissent la feuille de match. Avec moi autour de la table, une très belle équipe, même si on a des invités absents et donc covidés, dont un qu'on salue et qu'on espère qu'il sera, enfin peut-être pas covidé, mais qui est malade, en tout cas on lui souhaite un très bon rétablissement. Mais pour bien travailler au milieu, il y a le bon élève de la semaine d'ailleurs, qui fait partie de ce milieu de terrain, c'est Nathan et Fred. Comment ça va les gars? Ça va, content d'être de retour de vacances. J'ai l'impression que c'était une éternité cette semaine sans feuille de match. Ouais, pareil, ça va bien. Et notre technicien, notre homme du match de hier, comment il va? J'attends que les résultats soient officiels, mais en attendant, je me porte plutôt bien, plutôt serein, plutôt confiant. Bah écoute, les 11 mecs ont voté, donc je sais pas d'où tu vas sortir le 12e, mais... Je sais pas, on sait jamais. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un petit peu la stratégie TFC. Quand t'es mauvais en Ligue 1, tu fais un petit tour en Ligue 2, tu gagnes un peu, ça fait du bien et tu reviens avec de meilleures conditions. C'est beau. Et à la technique, il a été buteur et passeur hier, je crois, si je dis pas de bêtises. Contre son camp. Ouais, oui, exactement. Pardon. C'est vrai. Moi, j'ai tout fait. Tu vois la cacade qui nous a fait à Sale sur le but qu'on prend là, bah, il nous a fait la même hier. Non. Comment il va, Elliot? Écoute, tout va bien, merci de demander. Je suis content d'avoir permis à Vincent d'être homme du match, parce que c'est pas tous les jours que Vincent peut faire un bon match et voilà. On était à un point où il balançait la balle aux adversaires pour qu'il puisse frapper, que j'arrête la balle. Tu vois, c'est un travail de groupe vraiment. Moi, j'ai quand même vu une action où Vincent est monté jusqu'à la moitié de terrain où il y avait aucun mec qui suivait, tout le monde le regardait. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Vincent est gardien. Aidez-moi. Bon, après, quand le gardien était l'homme du match, on dit en général que. Bah, ils ont gagné 7-3 quand même. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Ils ont gagné 7-3. Non, mais en début de match, il fait une grosse presta. Ouais, il fait une grosse presta. Bravo Vincent. J'adore la feuille de Vincent, c'est une super émission. Mais la vraie info, parce que c'est celle que tout le monde attend. Oui. Il a marqué hier. Et oui, bah, on peut l'applaudir. Encore. Il est pas là, mais ouais. Il est on fire. C'est plus Dalinga là, il devient Joan Elmander là. C'était un match officiel? Pour les stats. Non, ouais, c'est un vrai match. Ouais. Il a vraiment marqué. C'est bien. Donc bravo. On l'embrasse. On l'embrasse bien sûr. Allez, au programme aujourd'hui, les amis, on a pas mal de news et d'actu avec pas mal de news et d'actu. Fred va avoir une conférence vendredi. Il va nous en parler un petit peu. Les résultats, les matchs des jeunes, des féminines, et surtout un gros débat en deuxième partie d'émission sur la première partie de saison, un petit bilan et aussi sur notre mercato et enfin un petit quiz. Pour finir, pour le bilan, n'hésitez pas à donner vos avis. On a fait pas mal de sondages sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc sur la feuille de match, sur Twitter, le deuxième foot. N'hésitez pas à les répondre aux sondages et aussi à intervenir sur le Facebook Live qu'on a réussi à mettre en place avec 7 minutes de retard, mais qu'on a réussi à mettre en place. Vincent vous répondra. Ou même carrément appeler le 05 61 80 40 40. Voilà pour la 180e émission. Messieurs, c'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va commencer avec les actus et il y en a un paquet d'actus. On va pas se mentir, on va faire une grosse demi-heure sur ça parce que Coupe du Monde oblige. D'ailleurs, Nathan, concentre-toi s'il te plaît. Je te balance, genre la foot, t'as mis le portable entre je te balance. Nathan, à tout moment, va nous commenter en anglais le Pays de Galles Angleterre, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Est-ce que je rends hommage au Qatar avec une Tu devrais mettre ton brassard One Love surtout. Allez, 2 rencontres amicales attendent nos violets parce que ça sera durant leur stage en Turquie, parce qu'on va faire un stage en Turquie. Pourtant, on n'a qu'un chauve dans l'équipe, mais bon, peut-être qu'il reviendra avec des cheveux. Les hommes de Philippe Montagnier affronteront le Başakşehir et le Galatasaray. Alors, il y en a mon petit F qui a fait un super jeu de mots. On y viendra un petit peu après, mais est-ce que c'est vraiment le match de gala? Voilà, je vous laisse compléter. J'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça drôle. Et termineront par Montpellier pour leur retour en France. C'était celui-là le match de gala aussi. C'était celui-là. Mais comme tu l'as très bien dit sur notre groupe, on l'a eu le 31 août au PSG, en fait, notre match de gala. Oui. Bon, on y reviendra après. On va pas spoiler tout ça, mais on y reviendra après. Donc, le 13 décembre à 14h, on affrontera l'Istanbul Başakşehir, qui est actuellement 5e de Super League. Ensuite, on ira affronter le dauphin du championnat turc, donc le Galatasaray, le 16 décembre à 15h. Et on affrontera Montpellier le mardi 20 décembre à 16h. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de matchs le mardi. Ils ont peut-être pensé à nous aussi pour les débriefs. On les remercie, bien sûr.
La deuxième petite news, c'est le tirage des 30e de finale. Vincent, je te laisse. Oui, pardon, je te surprends. Je te laisse l'annoncer. C'est pas la bonne fée. Je sais, elle est là. Je sais que t'aimes bien la Coupe de France. Je suis désolé de te prendre un peu en traite. Oui, mais c'est vrai, on se déplacera à Lannion, donc Club National 3, le dimanche 8 janvier. C'est voilà, des tirages jusqu'en 16e de finale. Ça s'est fait par groupe géographique. Il y a quatre groupes. Bah, c'est vrai que c'est bien. C'est l'Ouest, c'est Grand Ouest. En fait, il y a un groupe. Le très Grand Ouest plutôt. Concrètement, il y a un groupe, c'est Sud-Ouest plus Ouest. Il y a le groupe avec le Nord, un peu l'Est. Un groupe. Parce que nous, il y avait que des Bretons, je crois, et on était les seuls du Sud-Ouest. Ah non, t'as Bordeaux. En fait, ils sont fait éliminer. Il y a Pau. Non, c'est vraiment celui du Sud-Ouest sont fait éliminer. Mais il y a Pau encore, non? Oui, mais Pau est dans notre groupe, dans notre Parce qu'il y avait Bordeaux, je crois, nous, et ouais. puis. Parce que les autres sont vraiment fait éliminer. D'accord. En tout cas, sur l'Occitanie, elle s'est fait éliminer, ouais, beaucoup. La vraie question. Nathan, est-ce que tu iras pleurer le dimanche 8 janvier à Lannion? Figure-toi qu'avec Fred, on s'est concerté. Ouais. Et ça peut être un truc qui peut nous tenter. Il n'y a rien d'officiel, hein. Ah ouais? Ah, il y a une possibilité, ouais. Mais ouais, c'est le côté un peu Roots. Ouais, le road trip, quoi. ouais, le road trip de France là, Lannion, la Bretagne, la bière, fond du monde de la bière. Les galettes saucisses. Les galettes saucisses. Ouais, il y a, en fait, il y a, Dolmen, Astérix, beurre salé. Obélix. il y a beaucoup de choses qui peuvent faire pencher la balance. Très bon tirage, hein, parce qu'au final, bon après c'est sûr qu'il y avait Le baroudeur à gauche. le ménage avait été fait parce que il y avait déjà quelques équipes de Ligue 2 qui étaient tombées, donc il en reste, je crois un peu plus d'une dizaine à peine. À National, il en restait que 2 ou 3. Donc au final, il y avait des équipes bas de tableau, quelques équipes de régional encore. Mais bon, c'est un bon tirage, surtout que c'est assez bas entre guillemets sur leur portée offense pour pouvoir aussi faire tourner l'effectif et envoyer des gars de la réserve qu'ils aient du temps de jeu. Parce qu'au final, une Nationale 2 ou une Nationale, et encore plus une Ligue 2, ok, tu fais tourner, mais est-ce que tu fais tourner entièrement? Là, pour le coup, je pense que ça fera, comme on disait à chaque match l'an dernier, il y a 2 ans, quoi. Ça sera un duel de N3 au final. Donc ça peut être intéressant. À voir. Ben ouais, ça sera l'occasion de voir ceux qui jouent pas. Sûrement pas sûr. Petite particularité qu'on oublie, en général, c'est la reprise des fêtes, c'est la Coupe de France. Là, la Coupe de France, tu reviendras après 2 matchs de championnat. Ouais, c'est vrai. Donc ça rebat aussi les cartes et il y aura peut-être beaucoup plus de rotation et aussi, pourquoi pas, beaucoup plus de surprises et un tableau encore plus ouvert ensuite. On va la gagner cette Coupe de France. On va gagner. Ouais, moi j'y crois. Ouais. La Coupe de Ça France. avance. On va parler avant qu'on enchaîne sur Fred, où ça prendra un peu plus de temps du PAF, qu'on a reçu il y a 15 jours, donc pour un autre football, leur festival continue. Et il y a encore des dates. D'ailleurs, messieurs, vous y étiez mardi dernier au Bistrot Les Tilleuls pour commenter le match, pour manger un bon plateau de fromage et 2-3 bières et ensuite passer un petit peu de temps sur le commentaire. Mais comment c'était? Racontez-nous. Ouais, c'était bien, ouais, c'était rigolo. On a passé un très bon moment avec Nathan. Ouais, non, c'était agréable à faire, quoi. Donc en fait, donc on commente, les gens commentent, on se passe le micro quand on a envie. Ouais, par binôme, c'est ça. C'était un binôme qui commentait, on va dire un quart d'heure ou 10 minutes. Et après, ça tournait. C'est ça qui était hyper bien, puisque tout le monde s'est prêté au jeu. Mais des gens qui étaient peut-être un peu moins à l'aise avec un micro. Enfin, il y a vraiment tout le monde qui a tenté. Ça qui était bien. En fait, au final, des gens qui s'intéressaient au foot, il n'y en avait pas tant que ça. Ça, c'est cool, ça. Ouais. C'est donc donc ça permet, c'est marrant, il y a des gens qui suivent pas le foot, donc qui commentent, donc en fait donc ils partent dans des délires, dans des choses un peu un peu saugrenues, quoi. Mais non, C'est le but. Ouais, voilà, ça rentrait complètement dans le cadre du PAF, hein. Ouais. Vous avez passé un bon moment? Ouais, très bon moment. Est-ce que vous le conseillez aux auditeurs? Moi je le conseille fortement, ouais. Eh bien, si tu le surtout que le cadre du conseilles, ciel fait être assez sympa, quoi. je suis en train de regarder. Le samedi 10 décembre, il y aura un autre nouveau commentaire populaire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, donc au Bistrot Les Tilleuls qui se situe. Alors ça se situe, c'est au bord du canal, c'est au bas du cimetière. C'est dans le secteur pas loin de Radio Occitanie. Ouais. Plus, D'accord. Donc Ok, parfait. Donc on aura ça le 10 décembre. Après on a un ciné docu. C'est aux alentours de l'allée de la Colonne, là. Je sais pas si tu vois le bas du cimetière. Ouais, ok, d'accord. C'est là. Ah oui, c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin. On a le ciné docu amateur à 20h le vendredi 9, aussi de nos amis Passeport qu'on salue. On a la première conférence, peut-être pas la première. On a une conférence gesticulée, c'était bien le sport, mais est-ce qu'on peut aller jouer maintenant le mercredi 7 décembre? Je crois que c'est encore aussi à l'Astronef, je l'ai pas noté, mais je crois que c'est là-bas. On en aura une nouvelle conférence gesticulée, une autre histoire du sport à 19h le lundi
12. Le mardi 13, concert match à l'Astronef à 20h. Le mercredi 14, quiz foot à cagoule. Le jeudi 15, soirée court-métrage à l'Astronef à 21h. Le 17 décembre, le petit procès du football moderne à 21h. Et le 18 décembre, un commentaire populaire encore, parce que ce sera la finale, si j'ai pas de bêtises, à 16h au bistrot des Tilleuls. Pour continuer sur la Coupe du Monde, messieurs, on a eu le Maroc qui s'est imposé 2-0 face à la Belgique. Et on a surtout une très belle entrée de Zakaria Bouklal qui en plus conclut cette belle entrée par un but. Et ça fait c'est cool parce que un joli but quoi. Cocorico, j'ai envie de enfin pas Cocorico mais genre Tefesico, j'ai envie de dire. Non mais c'est bien pour Abouklal qui vient de rentrer, qui a vraiment été, enfin je sais pas si vous avez vu le match ou pas, mais moi j'ai vu la fin de la deuxième mi-temps, donc à peu près quand il est rentré. Ouais. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai vu le début de match. On peut se compléter si tu veux. J'ai pas vu la fin, mais j'ai vu le but qu'il met. Ouais, effectivement, il est dans la lignée des prestations qu'il faisait avec nous. Et puis en plus, ça va lui donner encore plus de confiance quand il va revenir. Ouais. Chez nous. Puis avant ça, on lui souhaite quand même. Il est parti à Coupe du Monde blessé en plus. C'est ça, ouais. J'allais le dire, ouais. Donc en fait, ça montre qu'il est bien rétabli. Et en vrai, il met un joli but, quoi. Ouais. Belle passe d'Hakim Ziyech, pardon. Et un joli plat du pied qui vient de tromper Courtois. Et même sur son entrée, je l'ai trouvé bon dans l'impact. Il a gagné beaucoup de duels et il jouait vite, il jouait rapide, il jouait juste, ce qui des fois d'ailleurs fait défaut dans son jeu avec le TEF. Mais voilà, on a vu un bon Zakaria Bouklal et bravo Maroc, bravo à lui et que ils ont toute leur chance aussi de se qualifier pour les huitièmes. On verra sur les huitièmes de finale. Et puis en face, ça jouait la Belgique, quoi. Donc le meilleur gardien du monde dans les buts. De toute façon, il fallait la placer là où il l'a mis si vous voulez lui mettre. On va pas se mentir, 10 cm en dessous, je pense qu'il l'a arrêté. Puis il a la main un peu bancale. Ouais. Il est un peu, Est-ce qu'il avait le seum, Vincent, à ton avis? Ouais, sûrement. Et Nathan? Oui, je pense que parce que c'est bien de voir qu'Abouklal a mis le seum à toute la Belgique et à Courtois. Ta boucle se boucle. Ouais. Winamax Sport a tweeté ce matin, hier matin, je sais plus. Bonjour les Belges, comment ça va ce matin avec le seum matin? Je trouve ça, faire partie. C'est vraiment, mais il y a peu de choses sur Terre qui sont inépuisables comme ressources. Le seum de la Belgique en fait partie. De Courtois particulièrement. Ouais, oui. Oh, je pense que les tweets. Qui c'est qui a dit que c'est tous trop vieux pour avoir De Bruyne. Ouais. Apparemment, ils se sont battus. Enfin, bon, bref. Oui, moi, on n'est pas sur la feuille de match Belgique. Voilà. Allez. On enchaîne avec les résultats rapides des jeunes et du centre. Après, comme ça, Fred, on terminera par la conférence. Parce que je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps. La N3, pardon. C'est fait battre par Colomiers à domicile avec un but de Traoré, Bonata Traoré à la 20e pour nous. La Compo, la Combo, Pila, Westbauer, Zandougan, Lamikli, Tousgar, Raman, Ré, Ntamak, Traoré, Zouliani. Et sur le banc, Saïd, Mchidra, Watel, Ngako et Kébé. Donc une petite défaite un peu pas illogique parce qu'on n'a pas eu de match, je sais pas. Oui, Elliot. Qui c'est qui a fait la feuille de route? Parce que c'est super bien écrit, c'est propre et tout, c'est bien carré. C'est qui? Mais je le tape ou ça se passe comment là? Non mais c'est moi, pourquoi? Non mais je sais pas, c'est bien écrit. Il y a pas tout qui est parce qu'il y en a un il y a deux qui ont beaucoup bossé. Les premières pages c'est moi. Ouais. Et après c'est Fred et Nathan. C'est super. Ça travaille d'équipe, tu sais. Ouais, mais c'est super bien, je trouve. Voilà. C'est un livre qu'on a écrit. Ouais. Toi t'as pas une entrapie en fait. Non, mais le travail d'équipe, tu connais pas trop. Tu l'as vu jouer hier soir. C'est vrai. Mais on le prendra quand même en une la semaine prochaine. Du coup, il m'a perdu cet enfoiré. Samedi prochain, ils reçoivent Argelès Albarès à 18h. Ils sont 7e et nous, on est 3e. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ça se passera au Stadium. Les U19 ont fait match nul contre l'OM. On avait un 4-4-2 avec Touré, Fouélé, Garando, Bakouche, Arange, Lamadi, Kanvo, Camara, Njuma, Pérez, Biliandjou et Delabarre, Bouklouche, Poujos, Nyombo sur le banc. Ils recevront Monaco dimanche prochain à 11h. Qui sont 5e, que nos Toulousains sont 4e. Donc là, on a un gros match de nos U19 dimanche prochain. Si vous voulez vous faire le Grand Chelem, non, ce qui joue samedi, donc ça ne marche pas. Mais j'arrive avec les féminines pour vous faire le Grand Chelem dès dimanche. Donc dimanche, rendez-vous pour les 19 avec un gros match, le 4e contre le 5e. Les 17, eux, ont fait match nul contre les Girondins avec un but de Enzo Fati. À quelques lettres près, on avait un Espagnol dans l'équipe, mais ça, c'est une autre histoire. Niflor, Nonga, Viven Koumansa, Joaquin, Zema, Mayol, Saka, Azizi, Dao, Silla, pour les titulaires. Chrétien, Dansoko, Daïf, Nasser, Fati,
pour le banc. Eux, ils iront à Montpellier le samedi 3 à 14h30, qui est 4e, tandis que nous sommes seconds. Les féminines, bon, la descente aux enfers continue, on va pas se mentir. Elles sont allées perdre, pardon, 2-0 à Marseille. Elles sont dernières avec 4 points. Elles reçoivent Clermont, qui est au même nombre de points, mais 2 places devant, dimanche à 14h30. Donc le fameux Grand Chelem, il est là. 11h, on va voir les 19. À 14, on va manger un sandwich. À 14h30, on regarde les féminines qui reçoivent Clermont. Et en même temps, si on est bon, on va voir aussi les 19 qui, elles, recevront Saint-Etienne, qui sont premières à la même heure, dimanche à 14h30. Et elles se sont imposées 3-0 à Marseille. Tandis que la R1 n'a pas joué ce week-end, mais elles iront à Colomiers le 3 décembre à 20h. Voilà pour le résultat complet. 3-0 à Marseille. Ouais. Ça fait plaisir, on a affronté beaucoup Marseille ce week-end. On a affronté beaucoup Marseille pour une victoire 3-0 des 19 féminines, une défaite 2-0 de la D2 et un nul. Ouais, c'est équilibré. Non, la Nationale 3, résultat décevant. Non, décevant, oui, on peut le dire. On avait l'occasion de monter un peu plus au classement, c'est ça qui était dommage. Ouais, t'avais l'occasion de coller à la 2e place, quoi. Ouais, puis à la maison en plus, quoi. Je sais pas s'ils avaient beaucoup perdu à domicile. Colomiers qui venait de se faire éliminer par Pau après un gros match de leur part en Coupe de France, où ils perdent seulement que 1-0 et qui d'ailleurs ont eu des occasions pour faire basculer le match, mais qui n'ont pas réussi. Ouais. Donc voilà. Donc les 19 gros matchs ce week-end, je le rappelle, 4e contre 5e. Les féminines vont avoir besoin aussi de notre soutien parce qu'elles ont un gros match important, parce qu'elles reçoivent Clermont qui sont au même nombre de points et elles sont dernières. Elles ont gagné en Coupe de France quand même il y a 2 semaines. Largement, oui. 15, 13. Je t'avoue qu'il y avait des. Il y a plus de chiffres. J'ai regardé les stories Instagram parce qu'elles mettaient à jour régulièrement. C'était. Je sais pas mis à 2 chiffres, c'est sûr. Ouais, c'était le temps additionnel ou c'était le score? C'est pas loin. Ah non, c'était impressionnant. Ouais. Les deux. Voilà pour les news un petit peu complètes. Et maintenant, on va s'intéresser à toi, Fred. Fred, vendredi soir, tu es allé voir une conférence au Quai des Savoirs. Et ouais, je suis retourné sur les bancs de la fac. Et ouais, il est curieux, c'est Fred. Non, j'allais dire une connerie, je vais la garder en off, je te la dirai plus tard. Non, mais je la garde en off. Du coup, ça va me perturber. Ouais, t'étais une conférence sur vendredi soir sur interdit de stade, le foot laboratoire du contrôle social. Ouais. Dis-nous tout. Alors, donc le titre, les interdits de stade, le foot laboratoire du contrôle social. Donc au départ, moi j'étais parti sur les interdits de stade, ça m'avait un peu bloqué sur les IDS. Ouais. Et en fait, finalement, les interdits de stade, c'est toi, moi, eux, et puis d'autres aussi. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite, ouais. Donc sujet très intéressant. Présenté par qui? Alors voilà, les intervenants aussi très intéressants. Donc Pierre Barthélémy qui est avocat donc au barreau de Paris et qui accessoirement en parallèle s'occupe de défendre certaines associations de supporters, l'ANS notamment. L'association nationale des supporters. Ouais, voilà. Donc un mec calé quoi. Ouais, un mec calé. Quel est ce sujet? Un mec qui paye pas de mine, mais voilà. Le mec, il est calé. Je suis allé voir son LinkedIn, c'est pas mal. Ouais. Le mec, il est calé. Ouais. Et donc, il était accompagné de Pierre Barthélémy, donc un chercheur au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales. Donc, ça collait complètement, bien sûr, avec la conférence. Et il est également auteur d'un ouvrage intitulé « Que fait la police? Le rôle du policier dans la société ». C'est pas Mathieu Zagroski, ça? Si, Mathieu Zagroski. Mais t'as dit Pierre Barthélémy. C'est vrai? Mais c'est pas grave. 2 fois? Ouais, 2 fois. Après, il pète partout, hein. Peut-être qu'on sait pas. On a remarqué, ouais. Mais Mathieu fait boiter très bien aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça a parlé de cette conférence? Alors, en fait, le constat, c'était donc de départ donc les interdits de stade et pourquoi. Comment on y arrive? Pourquoi il y en a autant? Comment on y arrive et pourquoi il y en a de plus en plus. Donc, en fait, ils sont partis d'un constat qu'il y a eu une bascule à un moment donné dans le traitement qui a été fait par les institutions, par les clubs, des supporters. Donc cette bascule, donc ils ont pris l'exemple de l'Angleterre et l'exemple de la France et notamment celui du Paris Saint-Germain. Alors l'exemple de l'Angleterre, donc avec cette bascule qui est estimée après les événements du Heysel, donc en 85. Est-ce que tu peux rappeler peut-être rapidement vite qu'est-ce que sont les événements du Heysel? Alors la finale, c'est une finale de Coupe d'Europe de clubs champions entre Liverpool et la Juventus, donc qui s'est déroulée donc au stade du Heysel en Belgique. Et qui a fait de mémoire 39 morts, je crois. Je l'avais noté, ouais. 39 oui, c'est ça, ouais.
Voilà, donc un mouvement de foule. Et alors, suite à ce mouvement de foule, beaucoup de personnes décédées du côté de la Juventus. Donc ça avait donc énormément marqué les esprits, puisque c'était la première grosse catastrophe en Europe, on va dire, à l'intérieur d'un stade. Et deuxième point de bascule en Angleterre, le drame de Sheffield, donc là pareil, une bousculade qui a entraîné 96 morts. On est passé en même temps, voilà. Ouais, 96 morts. Et même un 97e, je crois, qui est mort récemment, là, des suites de... Des séquelles. Voilà. Attends, il y a Elliot qui va ajouter un truc. Si jamais c'est le drame d'Hillsborough, je pense que c'est ça le... Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être, je sais pas. Sûrement. Il y a eu moins de 100 morts, enfin juste avant 100 morts. Non, Hillsborough, c'est différent. Hillsborough, je crois que c'était une tribune qui a pris feu. Ouais, mais c'était à Sheffield, je crois, le drame. Non J'avoue, ma culture foot n'est pas bonne. Là, ok, bon, Je cherche et on enchaîne avec Fred. Ouais. Donc voilà. Donc suite. Donc ces deux événements, ils ont fait un constat et après le PSG. Tu voilà. Et le PSG, donc en 2010, suite donc à des événements qu'il y a eu au Parc des Princes, notamment en fait pour faire court, il y avait le COP Auteuil et le COP Boulogne qui se sont affrontés, qui s'affrontaient donc assez régulièrement aux abords du stade et parfois même à l'intérieur. Donc ça a créé donc une ambiance, délétère. Donc ça a mené le plan. Dans un premier temps, il y a eu le plan Le Prou, mais avant, il y avait déjà eu les lois donc dites Alliot-Marie, qui était une ministre à l'époque. Et ça, déjà, c'était suite à des incidents qu'il y avait eu autour d'un match camp PSG, où c'est que les CRS donc avaient chargé le COP Boulogne donc à l'intérieur du stade. De pas belles images d'ailleurs. Ouais, des trucs, voilà, des trucs qui étaient nouveaux en fait. Des choses qui existaient. Moi j'ai des vagues souvenirs de ce genre de match où je me rappelle des images de classico. T'avais les CRS qui étaient vraiment dans les tribunes avec les boucliers, les machins qu'on voit moins d'ailleurs de nos jours. Mais où ça venait, où des fois même qu'ils intervenaient dans les tribunes, tu te disais oh là là, mais quelle catastrophe. En fait, on entendait parler, tu vois. On entendait parler des hooligans, tu vois, mais on ne savait pas trop en France ce que c'était, tu vois. C'était beaucoup d'amalgames aussi à l'époque. Ouais, voilà, des amalgames, mais tu vois, ça restait quand même dans un cadre restreint, on va dire. Et là, donc en France notamment, voilà, c'était les premiers événements, et notamment surtout la mort donc en 2010, la mort. Laurence. Ouais, la mort de Johan Laurens lors de ces affrontements donc entre supporters. Donc les conséquences de tout ça. Alors, les conséquences, donc en Angleterre, les premières mesures disciplinaires ont été prises, des mesures fortes. Alors, je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne m'en souviens plus. Donc, ils ont pris des mesures. Donc, il y a eu les premières interdictions de stade, les premières interdictions de déplacement, chose qui n'était jamais arrivée. En Angleterre, on est d'accord. Voilà, donc. On est à quelle époque là? On est en 2000. On est en 80. À peu près, 90. Ouais, 90. Ouais. Ok, les années 90. Voilà, les années 90. 90-2000 pour être large au pire. Voilà, suppression, alors attention que je ne me trompe pas, suppression des places debout. Ah oui, les fameuses suppression des places assises. Voilà. Fred veut des places debout dans tous les stades. Ouais. Attention, le stadium. Damien Colli, si tu nous écoutes, Fred, il postule pour des places debout dans tout le stade. Merci Fred. Voilà, c'est sûr. C'est pour que quand Roux n'ait plus à dire debout le stadium, au moins tu vois, ça sera. Donc, il y aura des privilégiés quand même. Donc des mesures fortes quand même, puisque c'était la première fois qu'on interdisait donc à des supporters de se déplacer dans le cadre d'un match de football. Ouais. Et la même chose va arriver donc avec le plan Le Prou. Donc lui, le plan Le Prou va réajouter donc la dissolution de toutes les assos de supporters. Donc ça aura, plus de COP parisiens. Plus de COP parisiens. Un peu la mettre, parce que de tout bien, mais ce qu'avaient fait les Anglais un peu. Arsenal. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a plus de groupes ultra en Angleterre. Hein. Est-ce que c'est lié à cette même période-là? Ils en ont parlé un petit peu de la dissolution des groupes ultra en Angleterre ou... En fait, en Angleterre, il n'y a pas de groupe ultra comme chez nous. Oui, non, mais à l'époque, je parle. C'est plus des tribunes. Sinon, c'est des gens, toi et moi, qui se déplacent, qui avaient l'habitude de se déplacer, sachant qu'il y a une grosse culture supporter en Angleterre. Mais ça a résulté justement d'aseptiser tous les stades avec les groupes ultras, justement, qu'on se retrouve avec des stades anglais. En fait, c'est un groupe ultra. En fait, au départ, ces plans, ce sont des plans donc anti-hooligans.
Voilà. Parce que l'Angleterre, c'était ça. Oui, c'était gangréné par le hooliganisme. Le problème, c'est le hooliganisme. Dans le film Hooligan, il vous explique très bien, entre quelques mots, le truc. Et de plan anti-hooligan, et on en arrivait à un plan anti-supporter. Donc anti-supporter. Voilà. Donc ces lois, des lois qui privent quand même de liberté, quoi. Et puis avec par des mesures disciplinaires fortes, il y a des mesures judiciaires, des mesures administratives, des mesures commerciales. Donc des choses très très fortes. Qui vont loin. Ça va loin dans le. Ouais, ça va loin parce que c'est pas juste un match de foot. On a des vrais problèmes avec la justice. Voilà. On a un casier judiciaire. On a des emmerdes avec le tribunal. Voilà. Puis comme je te disais, ça touche puisque quand on empêche des supporters de se déplacer, ce sont des sanctions donc qui sont collectives, quoi. Ouais. Donc donc on empêche tout un tas de personnes de se déplacer. Je vous rappelle que quand on se déplace, on est interdit aussi d'arborer toute signe distinctif. Ou de faire attention. Voilà. C'est pas interdit de faire attention quand on a des rivalités de certaines villes. On interdit le déplacement, on interdit les réunions de groupe, quoi, en fait, au final. Ouais, bien sûr. On interdit de porter un signe, on va dire ostentatoire de supporter ton équipe. Et notamment des exemples assez cocasses, entre guillemets. Donc je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Lors d'un Metz-Lyon, on a demandé donc à des gamins lyonnais qui venaient en famille. Qui était à Metz, qui venait en famille, donc avec les parents, et qui portaient le maillot lyonnais. On leur a demandé d'enlever le maillot donc à l'entrée du stade. Je crois que c'est arrivé à Nice aussi, il y avait un truc. Donc on en arrive à des choses comme ça. Fekir aussi, c'est arrivé sur un match, je me rappelle, il avait dû enlever son maillot carrément devant la tribune stéphanoise. Il y a une autre bascule aussi qui est arrivée avec les médias pour. Depuis tout à l'heure, je suis d'accord. Depuis tout à l'heure, j'ai failli l'arrêter, je n'osais pas le couper dans sa chronique. Quand l'équipe dit la bascule, je t'en mode la bascule. Mais bon, ok. Merci Vincent. Je suis là si t'as besoin. Du coup, l'autre bascule. Non, parce que c'est intéressant, mais tu peux pas faire des blagues tout le temps. Sinon, t'as pas la bascule. On y a tous pensé, on est d'accord, on y a tous pensé. Que finira au commissariat. L'autre le malin, quoi. Non, il y a un radiste qui va tenter de me défendre. Pète ta cotise, frère. L'autre bascule, du coup, c'est les médias. Ouais, l'arrivée des médias, ouais. Étrangement, même moi, on n'y avait pas pensé, mais c'est vrai que quand on a du recul, c'est évident. Les médias, en fait, ont servi aussi, on va dire, à apurer. Ouais. Le terme est bon. Le terme est bizarre, quoi, mais bon. En fait, l'arrivée des médias, les clubs ça a servi, ça a donc à jouer pour les clubs sur le spectacle, sur la perception qu'avaient les clubs et les instances sur les supporters. C'est-à-dire donc ils ont reparlé de l'Angleterre et l'arrivée de Sky, le gros média australien qui a révolutionné entre guillemets la première ligue. Et donc on est passé vraiment donc à ce stade-là dès l'arrivée de Sky, on est passé du foot, on va dire normal, où on se déplaçait en famille le week-end, tout ça. On est passé à un foot spectacle et commercial. C'est-à-dire qu'on a considéré que les abonnés à ces groupes de médias, les abonnés qui s'abonnaient pour regarder du foot à la télé le dimanche ou comme ça, et qui venaient de temps en temps voir des matchs, sont devenus prioritaires par rapport aux gens qui venaient régulièrement. Alors attends. Je suis abonné Sky, je suis prioritaire sur ma place à Arsenal-Chelsea de l'abonné d'Arsenal. Alors moi aussi sur le coup, mais c'est ça que tu es en train de dire ou j'ai mal compris? Tu as mal compris, mais moi aussi au départ j'avais eu du. Ils sont favorisés contrairement à ceux qui vont au stade. C'est pas question de favoriser le fait d'aller au stade ou pas, c'est le fait de considérer. Le consommateur, en termes de consommation, c'est leur opinion qui compte plus que celle des gars au stade. Ces gens-là étaient beaucoup plus importants que les supporters, que des hooligans qui à la base étaient considérés comme des voyous, des moins que rien. Non, c'est bon. Après, par extension, les ultras, voilà, les gens comme ça. Et donc ça contribue donc à encourager le fait de maintenir et de créer ces lois donc. Ces lois fortes contre ces gens-là, puisqu'en fait on les considérait entre guillemets comme des moins que rien, des gens qui n'importent pas en fait.
Donc là, on en arrive aussi à ça. Donc les ultras, puisque maintenant on parle d'ultras et de supporters comme toi et moi. On parle d'ultras en France. En France. Enfin, dans les pays latins même, j'ai envie de dire, parce que phénomène du Nord aussi, de la merde. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, la théorie, enfin, t'as repris Nathan Thuram, c'est vrai qu'en Angleterre, ils sont toujours particuliers, ils font toujours chier. Enfin, en Angleterre, on va dire, ils ont pas la même monnaie, ils appellent ça des lads un peu, tu vois. Allez, des suiveurs, quoi. Ah, mais oui. Voilà, donc ça contribue. Mais ça joue parce que quand on regarde, bon, pour ceux qui ont connu la Highbury d'Arsenal et l'Emirates Stadium, ça n'a rien à voir. Il y a 100 ans d'écart. Hein. Du coup, donc, il en reste. Hein. Du coup, donc, tu as les instances et même les clubs qui ne vont pas forcément prendre la défense. Tu vois. Oui, bien sûr. Ils vont pousser quand il y a des interdictions de déplacement. Tu n'entends pas beaucoup les clubs sur ce sujet-là. Tu vois, alors qu'un club, on va dire normal, entre guillemets, pourrait dire bon, mais stop, tu vois, ils pourraient montrer un peu plus d'énergie dans la défense de leurs supporters. Quoi. La vraie question, parce que le temps passe, on va essayer d'enchaîner un petit peu, mais on entend souvent, Fred, en Allemagne, regarde, tous les supporters, ils se déplacent, regarde en Pologne, en Australie, j'en sais rien, ils se déplacent, pourquoi nous en France on n'y arrive pas? Est-ce que ils l'ont aussi un peu abordé aussi cette fameuse méthode un peu peut-être française, ou qui est peut-être pas une méthode française, ou peut-être que c'est une méthode européenne et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je fais que raconter, je sais pas ce qui se passe en Allemagne ou ailleurs. La méthode française, en gros, c'est donc on va interdire. Ouais, c'est du non-dialogue, quoi. Les gens ne se déplacent pas, donc on interdit. Les gens ne se déplacent pas, donc il se passe rien. Donc on n'a rien à organiser et on n'a rien à encadrer. Mais si les gens se déplacent, comment ça se passe du coup? Et les gens ne se déplacent pas puisque c'est interdit. Alors s'ils se déplacent, et c'est là un peu qu'ils ont, ils ont dit donc il y a quand même, puisque sur place il y a quand même des forces de police. Oui. Au cas où. Au cas où, autant les utiliser, on va dire entre guillemets à bon escient. Pour encadrer normalement, objectivement. Et pourquoi il n'y a pas plus de pédagogie? Pourquoi il n'y a pas plus de dialogue? Parce que l'ANF, je sais qu'il travaille beaucoup sur ça, essaie de faire de beaucoup de choses. Il y a même un député à l'Assemblée nationale, j'ai oublié son nom, Sacha Ollier. Voilà, qui a ouvert aussi ces débats-là. Pourquoi on ne dialogue pas plus? Parce qu'en fait, il y a une méconnaissance, quoi. Il y a une méconnaissance du milieu des supporters. On ne veut pas se faire chier, en fait. Pour faire, il y a une méconnaissance, il y a envie de connaître peut-être aussi. Il y a une forme de dédain aussi. Le supporter de foot est un chômeur bourré. Il y a une main tendue d'un côté, on va avec les groupes de supporters. C'est le chômeur bourré qui vient en stade qui casse les couilles. Non, mais du moment où il y a un porte-parole, une main tendue, voilà. Comme à l'époque, Margaret Thatcher disait, donc quand elle a justifié le plan anti-hooligan, elle a dit ce sont des buveurs de bière qui sont mal éduqués. Quoi. Voilà. C'est un peu réducteur. Moi, je suis bien éduqué. Voilà. Je peux pas dire je bois pas de bière, c'est faux. Donc en fait c'est cette méconnaissance quoi. Donc le concours d'anecdotes là. Ouais. Donc ça rejoint ce qu'on disait quoi, c'est qu'il n'y a pas une envie de. C'est une portion de spectateurs et de supporters qui n'intéressent plus les instances quoi. Et donc en fait ils font tout pour les sortir des stades et après sûrement à terme avec d'autres idées. Cette fameuse guerre des millions de Canal, de Bein, de Amazon, ils sont contents quand il y a des en fait, c'est ça le nouveau foot et on peut le voir aussi un peu malheureusement avec le jeune public. Je regarde Elliott là-bas, mais je te vise pas à toi, mais c'est vrai que les jeunes vont moins peut-être. Alors nous tous c'est en train de revenir, mais ils vont peut-être un peu moins au stade, vont plus regarder à la télé, vont même regarder des highlights entre guillemets. Du coup, en fait, comme tu dis, on privilégie ce qu'ils ont fait en Angleterre, le consommateur télé. Et avec le Covid, je pense qu'en plus ça a été, ça a bien dû aider aussi. Je sais pas s'ils en ont parlé ou pas. Mais alors qu'à la télé, ils sont contents quand il y a aux armes à Marseille, je prends l'exemple. Et ils sont contents de se taire et de dire c'est magnifique, des fumigènes. Mais ça sera toujours moins important, je pense. Ouais, mais c'est une hypocrisie un peu, je trouve. Ouais, on le dit à chaque fois. C'est moins important que le profit. Business. Ouais, mais il a parlé de ça dans l'air de temps, après le Covid, de réduire la durée des matchs, de faire plein de trucs pour redonner l'attractivité au foot auprès de ce jeune public-là, plus de liens avec le jeu vidéo, des choses comme ça. Donc oui, c'est malheureusement cette après, ère. Surtout, donc ça a débordé entre guillemets. Sur la fin, donc ça te pose un peu des questions de société, quoi. Totalement. Ça te dit de quel droit tu peux interdire des jeunes de se déplacer, donc dans la France de 2022, quoi. De quel droit tu peux interdire des jeunes de se déplacer, de s'habiller, de se réunir quand ils veulent, quoi. En fait, porter un maillot de foot lors d'un match où ça oppose deux équipes quand tu es à l'extérieur, c'est comme si tu
je perds mes mots. Mais c'est comme si tu revendiquais quelque chose d'interdit, alors qu'en soi, je reprends l'exemple de Lyon-Metz, des gamins, ils étaient juste contents d'aller à Saint-Symphorien, voir leurs fans, enfin pas leurs fans, leur idole, quoi. Enfin. Ouais. Mais après, c'est une forte méconnaissance du milieu du supporterisme, et c'est surtout que ça fait porter beaucoup de choses donc aux supporters, quoi. Le moindre souci, par exemple, donc ils ont repris l'exemple de la dernière finale de Ligue des Champions, donc organisée à Paris. Et ils ont dit, c'est flagrant. Ils disaient catastrophique. Quand t'as le ministre donc Darmanin qui le match est même pas terminé, donc qui au milieu du match tweet que c'est la faute des supporters anglais. C'est que vraiment tu rejettes tout sur tu rejettes le moindre souci. Tu veux pas assumer. Voilà, c'est que tu rejettes tout. C'est jamais ta faute. C'est la faute toujours de l'autre. Sur une frange de personnes que tu stigmatises à chaque fois, quoi. Et ça s'est conclu sur comment? Pour finir là, pour les dernières 30 secondes. Ça s'est conclu pour les ultras. Une émeute. Non, ça s'est conclu. Bon, c'est vrai qu'une heure. On a vu une bière et on s'est foutu sur la gueule. C'est vrai qu'une heure c'était super court parce qu'en fait, c'est quand même un sujet. On a déjà fait 20 minutes, nous, je t'en récap, t'imagines? Et ça s'est conclu qu'il y avait encore beaucoup de travail. Mais quand même, les organisations de supporters donc s'organisent, puisqu'on le voit, donc tu avais donc Pierre Barthélémy, quand tu le vois parler, et même lui a dit les premières fois où je me suis présenté à des réunions avec les instances politiques, les instances policières, ils étaient surpris, quoi. Ouais. Surpris de voir qu'un gars avec ce niveau intellectuel, cette facilité à parler. Qu'est-ce qui stigmatise le supporter, quoi? Voilà, quoi. Donc il pensait pas du tout avoir donc affaire à des gens comme ça, quoi. Il y avait des motifs d'espoir un peu pour justement un jour que le dialogue puisse exister, Alors donc il a un peu parlé aussi au nom de l'ANS, quoi, et où il a laissé transparaître quelque chose, quoi. Ouais, il a dit que l'ANS était prête a toujours été prête à discuter, alors à négocier, c'est un peu à dialoguer, voilà. C'est déjà important de dialoguer. Enfin, c'est la base c'est le début de quelque chose. Mais c'est surtout, comme l'était le titre, quoi, c'est que les interdits de stade, on risque de tous le faire. On risque de tous le devenir. Tu peux, oui, totalement. Pour un oui, pour un non. C'est ça. Mais puis Et après, surtout, après ils ont soulevé d'autres soucis, notamment lors d'un là cette année. Là, donc, je crois que c'était il y a quelques jours. Une semaine, je crois, le déplacement de Nice au Red Star, où on interdit 60 supporters de Nancy de se déplacer, quoi. Donc il a dit, si l'État n'est pas capable d'assurer un déplacement de 60 personnes, l'État français... Mais oui, mais on a envoyé tous nos mecs au Qatar pour les aider à couvrir la sécurité. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai en plus, c'est pas une blague. Ce problème de sécurité est global. Par exemple, moi je vais prendre ma petite expérience dans le cyclisme. C'est de plus en plus compliqué d'organiser des courses, parce qu'il y a toujours besoin de plus de personnes qualifiées, diplômées qualifiées et garants de la sécurité, et que la préfecture donne de moins en moins d'autorisation parce qu'il y a de moins en moins de sous-traite de plus en plus. Puis il n'y a pas de policiers disponibles pour faire attraper tous les carrefours. Et sous-traite de plus en plus. Je suis désolé, déjà, allez juste au stadium, faites un sondage de tous les mecs qui vous fouillent. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup que ce soit leur vrai métier. C'est que des intérimaires, la plupart. Il y en a, c'est leur métier. Ils ont été formés, ils ont fait un truc de 2 jours, là, et basta. Donc, le problème, il vient de là aussi. Il y en a, le lendemain, me livrer une pizza et tout. Du coup, j'espère qu'il a mis des gants pendant la livraison, parce que si je me fouille juste avant et qu'il fait la pizza. L'excuse de trouble à l'ordre public, en fait, elle tient pas trop. C'est l'État qui est chargé de garantir l'ordre public, mais en fait, ils n'arrivent pas à trouver un juste milieu, tu vois. Donc, en fait, ils préfèrent tabasser, donc ils empilent les interdictions, c'est des interdictions les arrêtés, les machins, des arrêtés ministériels. On l'a vu d'ailleurs, pour finir, la bêtise de dernière interdiction de déplacement qu'il y a eu à Toulouse, où ils avaient tous interdit au centre-ville, mais par contre aux abords du stadium à Saint-Michel, ils avaient le droit de venir. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de ce fameux interdit de l'arrêté préfectoral. Camille, c'est double, triple, quadruple peine, et puisqu'après la part dessus, t'as la Ligue de football. Qui ferment des tribunes, donc c'est une nouvelle sanction. T'as les clubs, t'as certains clubs qui font pas d'effort, qui appliquent des sanctions commerciales, on vend pas de place. Tu vois, c'est tout un système. C'est tout un système qui s'est mis en place
et surtout qui perdure depuis maintenant 30 ans, quoi. Ouais, voilà. Faudra faire bouger les choses. Merci Fred, c'était très très intéressant. Rapidement, toi, t'es content d'être allé après plein de choses. D'être allé parce que ça fait toujours du bien d'écouter des gens qui savent de quoi ils parlent. Puis gratuit en plus. Gratuit en plus. Est-ce que t'as craqué un fumigène à la fin de la Non. On va revenir sur nos actualités, on va revenir sur le TEF. Merci Fred en tout cas pour cette analyse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller rentrer en contact avec Fred. Déjà, oui, vous pouvez. Ou approfondir aussi par rapport à tous ces sujets, parce que ce sont des sujets qui sont quand même importants pour nous tous, parce que comme l'a dit Fred, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais, et puis clin d'œil aussi donc à la DIST, quoi. Ouais, totalement. Donc ça justifie ce genre d'association, quoi. Clairement. Et j'encourage j'encourage pas, mais je vous invite à écouter quand on avait reçu, c'était en tout début de la feuille de match, ce supporter qui s'est fait tabasser après TFC Lille et qui a pris des interdictions de stade, etc. Et bien pire encore, toutes ces séquelles, etc. qu'il aura juste après à cause d'un malentendu, alors qu'il n'y était absolument pour rien, que ça n'a jamais été rarement démontré, mais après je vais pas avancer sur plein de trucs, mais voilà, c'était quand même dramatique. Mais je vous invite je vous invite à l'écouter parce que son témoignage était très poignant et ça peut expliquer aussi un peu tout ça et tout ce bordel. On passe au débat, on va réveiller Elliot et on va faire un petit bilan général sur la saison du TEF. C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. On va débriefer la première partie du Toulouse Football Club parce que on est aussi là pour ça. C'est Nathan qui nous a préparé ça. Nathan, c'est le bon élève du jour. Donc, c'est aussi bien écrit, aussi bien préparé. C'est parce que c'est Nathan, là, la troisième partie. Elliot, la deuxième, c'était Fred. La première, c'était moi. J'ai servi mon bacal, quand même. Donc, pas mal. T'aimes bacal? Pas mal. Oui. Ok. D'accord. Est-ce que vous voulez un... Putain, moi aussi, ça m'a, je pensais que ok. Est-ce que vous voulez un petit retour de Pays de Galles, Angleterre? En anglais, ou alors du TFC, quand même. En anglais, s'il te plaît. En anglais? Allez. Bon, allez, on va se mettre aux choses sérieuses. Bilan général. Essayons d'être synthétique, messieurs, parce qu'il synthétique, a pris du temps sur autre chose, mais on va prendre du temps sur ça. TFC 12e, vous en pensez quoi? Trop, c'est bien, oui, pas mal. Donc le TFC termine le premier tiers du championnat à 12e place avec 16 points. Donc 4 victoires, 3 à domicile, 4 nuls, 3 à domicile et 7 défaites, 2 à domicile. Donc bilan à domicile qui est plutôt quand même positif. Correct. Ouais, positif. Donc début de saison marqué par un mois d'août encourageant, des résultats en berne début septembre, un enchaînement de résultats positifs au stadium face à des concurrents directs au mois d'octobre et 3 défaites consécutives face à des équipes européennes ou qui en ont le calibre, notamment on pense à Lens. Bien sûr. Donc à noter, petite stat sympa, donc le TF a ouvert le score à 7 reprises mais ne s'est imposé que 4 fois. Et le TF est également la 5e meilleure équipe en première période et la dernière en seconde. Donc une stat assez significative. Niveau schéma tactique, donc Montagnier a fait confiance à son 4-3-3 qu'il a modulé pour transformer en 3-4-3 selon les joueurs qu'il avait à sa disposition. Ouais, bilan positif à domicile. Ouais, c'est à l'extérieur, c'est pas si dégueu que ça. On perd à part à Clermont. Ben c'est là où on sait que le maintien va se jouer quand même la grande partie du temps à domicile. En plus, on aura la chance de jouer les gros à la maison sur la phase retour. Et voilà, c'est de toute façon, mis à part le match de Strasbourg, qui laisse un peu de regret, où on peut se dire bon, en menant par 2 buts, on aurait pu se mettre à l'abri et avoir 2 points de plus. Match à domicile. Nice, Lorient, pareil, où on prend un pénalty à la fin. On est quand même solide et puis on sent une équipe qui se fait plaisir aussi à la maison. Donc même si on n'a pas de résultat, mis à part contre Monaco, bon, qui est quand même pour moi le pire match de la saison. À la maison, ça a toujours été, même contre le PSG, on a montré du jeu, on a montré un beau visage. Donc voilà, c'est hyper positif au stadium. Vincent, j'ai montré mon visage. C'était juste ça. Ok, désolé. Excellent. T'as mis des axes de décryptage. On va passer directement à ça. Après, on repassera sur le mercato. Mais des axes de décryptage, tu nous as décrypté la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Vincent, je sais qu'on a fait des sondages aussi sur Insta et Twitter. Je commence par ça peut-être. On peut. Après, on décrypte. C'est assez général, donc je vais te les citer. Le sondage où il y avait le plus de résultats, où c'était un peu plus probant, c'était celui sur le classement final du TFC par rapport à cette optique-là. Sachant qu'on va dire qu'au bout de 2 journées, la moitié des gens nous voyaient européens.
Ça permet aussi de redescendre un petit peu sur terre, de remettre un contexte. Coupe à la Grealish avec son casque là, comme ça, vous trouvez pas là? Merci. Je sais pas si c'est un compliment. Il est aussi bon que lui. C'est celui qui picole. Ouais. On en parle après du coup. 7% des sondés voient quand même un top 8 du TFC. Des ambitieux. 56% ventre mou, donc j'ai situé entre la 9e et la 13e place. 37% entre la 14e et la 16e, donc le maintien est juste. Et personne ne voit en Ligue 2. Ah ouais, intéressant. C'est intéressant. Et qui nous voit en Europa League Conférence? Nathan Malassi. 7%. Non, c'est moi. Je ne vois bien gagner cette année-là une petite Coupe de France et y aller. Wow, je sais pas, la cote elle a combien? Non, je rigole, c'est une 200, blague. Je pense. C'est une blague. C'est ambitieux. Tu sais, dans le football, tout est. Nantes a failli descendre, ils ont gagné la Coupe d'année après. Donc, Après, j'ai une liste de top flop et de joueurs potentiellement à recruter, mais je te laisse le fil de l'émission. Décryptage. La défense. Décrypte-nous la défense. Alors. Mettez code canal et c'est parti. Joli. Donc c'est pas connu le coup. On a un axe défensif inchangé par rapport à la saison dernière. Et la clé, donc notamment l'axe. Les parents qui sont pas là. L'axe défensif entre Rouault, Nicolaisen, les latéraux, Dessler et Silla qui est quand même une valeur sûre. Dessler, on le sent un peu plus en difficulté, notamment je pense suite au départ de Ngoumou qu'il a quand même. Il lui manque, il a fallu qu'il s'adapte et on sent que même dans le repli défensif Ngoumou c'était quand même quelque chose et puis il y a très peu de connexion sur ce côté droit et on sent qu'il est un peu perdu et il est émoussé aussi physiquement donc après par rapport à l'axe défensif on trouve que je trouve personnellement qu'il y a quand même une mise au niveau qui est quand même assez satisfaisante, une belle solidarité, une complicité entre Rouault et Nicolaisen. Et Dupé, je trouve au niveau de la Ligue 1 ou alors au niveau milieu de tableau Ligue 1, je trouve que par rapport à la première moitié le premier tiers de championnat qu'il réalise avec nous, c'est quand même plus que positif. Et j'ai noté un axe un point d'amélioration, on pourrait dire, c'est le peu de profondeur de banc, pas de doublure pour les latéraux. Fred, l'axe défensif Rouault Nicolaisen, c'est au niveau ou pas? T'es satisfait pour le moment? Parce que tu vas dans le sens de Nathan. Ouais, sur Rouault Nicolaisen, ouais. Parce que c'est une charnière qui monte de Ligue 2. C'est Rouault très jeune, donc zéro expérience de Ligue 1. Nicolaisen qui arrive de l'étranger, zéro expérience Ligue 1. Et on voit que finalement, ça passe le cap. Je dirais pas assez facilement, mais ça passe quoi. Okay. Même si on a une défense, même si on prend des buts quand même. Mais après, je dis ça passe pour le TF. Non, mais on est dans le contexte. On est pas pour jouer le top 5 de Ligue 1. Contexte économique, sportif et tout le bordel, on y est. Contexte TF actuel, ouais, non. Dessler, Vincent. C'est le cap de Ligue 1, Ligue 2, je pense. Après, il a toujours les qualités qu'il avait à l'époque, sauf qu'il a une opposition en face qui est beaucoup plus forte. Tout simplement. Il est loin d'être cata, c'est juste qu'il nous a habitués à tellement mieux aussi. Il n'est pas cata, mais c'est mon point noir. Avec ton axe d'amélioration, mon point noir, c'est Dessler. Il y avait Dessler, on a tous déjà décelé 2 points importants l'an dernier. C'était le fait qu'il n'avait pas vraiment de doublure. Exactement. Et l'autre problème, c'est que physiquement, il est en délicatesse. Donc déjà que Ligue 2, c'était limite physiquement, tu penses en Ligue 1 où le gap est énorme, c'est normal que tu sois confronté à ça. C'est même encore, moi je trouve honnêtement, avec tous ça sort bien, ça sort très bien, avec tous les points négatifs il part vraiment avec du handicap. Je te regarde pas dans les yeux, excuse-moi, mais voilà. Silla, c'est Silla, et même je trouve qu'il se bonifie avec le temps. Moi j'ai mis 3 mots valeurs sûres. Ouais, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. C'est par rapport à l'opposition. Je pense que ce genre de gars, tu mettras en national, il sera chier. En national, il sera chier parce qu'il se mettrait au niveau adversaire. Il a en Ligue 1 une opposition, puis il a vraiment. Il se met au niveau du collectif aussi. Parce que OTF, c'était le meilleur, mais là, on sent qu'il se met au niveau. Il est encore meilleur. Ouais, c'était la semaine dernière qu'il pleuvait dans le studio. C'est de la prévention. Pardon. Non, Dessler, c'est lié. Il a fait vos 2 points noirs, quoi. En fait, c'est la conséquence ou la cause de l'un et l'autre. Voilà, donc il est émoussé physiquement, donc les performances sont moins bonnes, quoi. Dupé, on a eu un petit message sur Twitter de MNC qui nous suit régulièrement et qu'on salue. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur Max? C'est très intéressant ce qu'il dit parce que c'est un débat qui revient quasiment à chaque match, tout simplement. À chaque match sur Twitter et les réseaux sociaux en général, ça s'emballe un peu. Donc je le cite. J'ai un flop pour le début de saison. Les forceurs qui font de Maxime Dupé, entre parenthèses, bon gardien au demeurant, un joueur élite alors que le gars prend presque 2 buts par match et qu'il nous a fait gagner que très peu de points cette année. Niveau Ligue 1, oui, mais ventre mou. Oui, niveau OTF, quoi. Mais c'est ce que... Ouais, ok. Ouais, mais sur les réseaux... Je suis d'accord parce qu'il y en a qui l'ont envoyé
2 fois pour déconner aussi, nous les premiers, on a fait la blague pour l'équipe de France. Je rigolais pas. Max a progressé. Max a progressé. Tu l'appelles Max? Ouais, Max, il a progressé. Il a pris du galon. Moi, je trouve, il s'est mis au niveau de la Ligue 1. Je pense que l'arrivée de Hogg lui a fait prendre conscience qu'il élève son niveau de jeu. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que il surperforme? Est-ce qu'il est vraiment à son niveau? Ou je sais pas. Il a des moments quand même de trou, mais actuellement, je dis bien actuellement, le contexte toulousain, avec le niveau économique qu'on a, le niveau sportif, le fait qu'on soit promu et de ce qu'on va jouer cette année, Max Dupé suffit. À ce niveau-là. S'il garde ce niveau-là, pour moi, il suffit. Cependant, il faudra aller chercher mieux, mais c'est pas Hogg mieux. C'est vraiment mieux et meilleur. Franchir un palier, clairement, oui. Franchir un vrai gardien. Alors, je pas forcément lui en question, mais si le Costil là qui est parti à Auxerre, pas forcément Costil, mais voilà, ce genre de mecs qui ont un peu d'expérience, qui peuvent passer un cap, ou peut-être un jeune gardien, ou à l'époque quand on a sorti Carasso à l'époque aussi. Un Carasso, je sais pas, je dis pas qu'il faut aller chercher ce genre de gardien, c'est juste qu'il faut passer un cap et avoir quelqu'un qui peut être, pour moi, Peterson. Parce que quand on allait chercher Peterson, il avait ce statut-là, international suédois, jeune, qui devait monter en puissance. Bon, ça a pas matché, mais ce genre de mec-là qu'on doit aller chercher pour faire progresser le club. Mais pour le moment, à l'instant T, je trouve que Max quand même fait une bonne saison. Il fait le taf, quoi. Mais après là, dans le contexte TF actuel, donc 19e budget, des gars comme Carasso, tu pourras pas me faire. Non, c'est pas rapport à l'ambition de Samba que Lens allait chercher. Ce genre de mec, je pense que tu peux potentiellement peut-être aller chercher avant Lens. C'est l'année prochaine, tu veux passer un cap. Ouais, mais ça reste trop cher pour nous, je pense. Non, mais je te parle dans le moyen terme. Je te parle pas cette année, non, je te parle dans le moyen terme. Il faudra qu'on soit capable d'aller chercher ce genre de mec pour passer un cap et pas aller chercher un Hogg. C'est ça qui est important, c'est les histoires de cap. Ouais. Bon, moi, on l'a pas vu. Bon, après. Ouais, si tu l'as pas vu, c'est qu'il est pas bon. Normalement, moi, je fais confiance à Montagnier. Voilà. S'il joue pas, c'est qu'il y a une raison. Ouais, mais clairement, Hogg. Bon, moi, je le disais en rigolant, quoi. Hogg, en fait, le seul point positif, c'est qu'il a poussé. C'est vrai. C'est pas si rigolo que ça, c'est vrai, malheureusement. Donc Hogg, c'est pas un flop niveau transfert, quoi. Après, Dupé, voilà. C'est la partie rigolote, quoi. Mais, il y a des points sur lesquels il faut qu'il bosse aussi, mais sur sa ligne, je trouve que c'est un gardien qui est plus que correct pour la Ligue 1. Mais après, on voit des fois dans le jeu aérien, dans les relances au pied, c'est pas l'assurance tout risque, quoi. Donc après, derrière, je pense qu'il pourra pas pousser au-delà. Mais ce qui est surfait, c'est que tous les commentaires ont dit oui, il fait Dupé est impérial, Dupé. C'est surtout dans nos concurrents directs. Est-ce qu'il y a un meilleur? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont vraiment meilleurs? Est-ce que le gardien de Clermont est meilleur que du Max Dupé? Est-ce que le gardien d'Ajaccio est vraiment meilleur que Max Dupé? Je pense qu'il a son placement. Dupé, tu fais une liste, il est dans le ventre mou, doit être entre le 7-8e gardien et 10-12e par là. Et puis c'est un des gardiens qui fait le plus d'arrêts. Certes, on dit il est pas forcément indécis, mais c'est un des gardiens qui fait le plus d'arrêts aussi en Ligue 1. Oui, et puis c'est le gardien qui prend le moins de buts entre la 0 et la 2e minute aussi. Enfin, au bout d'un moment. Non, mais c'est négatif. Quand tu prends beaucoup de tirs comme ça, c'est-à-dire que ta défense, elle n'est pas impériale non plus. Non, mais justement, c'est qu'il fait le taf. C'est-à-dire, il serait pas là, peut-être qu'on aurait des points qu'on serait pas allé chercher. Ouais, mais René, regarde, ok, le meilleur exemple, c'est Baptiste René. Non, mais quand on va le chercher à 10 ans, il a un putain de ratio. Vous l'avez vu, Baptiste René? C'était cata, hein. Et pourtant, on l'a envoyé en équipe de France quand il arrive au TF. On l'a envoyé 4e gardien. Non. Enfin, au bout d'un moment, il y a une réalité. Après, je vous l'accorde, il a le niveau, 12-18. Ça nous suffira pour se maintenir, a priori. Mais après, oui, si tu veux. Mais il faut qu'il garde ce niveau, quand même. Ouais. Voilà. Et donc là, j'allais un peu finir sur ça. Moi, je pense qu'il est au taquet, quoi. Il surperforme ou il est au taquet? Ouais, c'est un peu pareil. Ouais, non. Van den Boomen, pour moi, l'année dernière, a surperformé, par exemple. Ouais. Cette année, il est à son niveau. Ouais, allez. Non, il est au taquet. Okay. Au taquet de ses possibilités. En parlant de surperformer Van den Boomen, on va passer à l'axe de décryptage du milieu de terrain. Il est bon, hein. Il est bon. C'est parce que tu vois, il est venu 2-3 fois à côté de nous. Donc on va parler du trio batave qui s'adapte aux joutes de la Ligue 1. Oh, tu m'insultes. C'est beau. Ah, c'est beau. Ah, ça c'est de moi. C'est mon Bakel qui a servi. Toujours. Donc on sent genre d'utilisation du Bakel. C'est enregistré sur des caméras, c'est bien.
Donc on va parler de VDB. Donc voilà, tu m'as fait une belle transition. Donc on sent qu'il s'adapte au niveau de Ligue 1, moins rapide, puisque le niveau de la Ligue 1 est plus d'intensité, un peu plus de présence physique aussi milieu de terrain. Mais on voit qu'il y a toujours sa vista balle au pied, et qu'il est toujours aussi impressionnant. Donc il en est à 4 passes décisives aussi. Donc c'est le meilleur passeur de notre club. Donc voilà pour Bibi, j'allais rebondir sur Van de Bomen. Très belle transition. Non, j'allais rebondir sur Van de Bomen. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est de l'adaptation Ligue 1? Est-ce que vous pensez que justement il a surperformé? Est-ce qu'il est au-delà de ce qu'il pouvait faire, ou est-ce que Je suis très content de l'avoir dans notre équipe, et moi je pense qu'on aurait dû le vendre cet été quand même. Je maintiens ma position sur ça. Je pensais qu'on allait le vendre. Et je pense qu'on aurait dû le vendre, parce qu'on n'en tirera peut-être pas un aussi bon prix que ce qu'on aurait pu faire l'année dernière. Après, c'est toujours un régal de le voir, même si je trouve qu'il est un petit peu plus en dedans sur certains matchs. Mais c'est ce qu'il a Ligue 1 qui veut ça. Ça reste un bon joueur. Il fait partie intégrante de ce trio qui fait du bien et qui va nous permettre de nous maintenir. Maintenant, prolonger ou pas, tout le monde est en train de vouloir le faire prolonger. Même débat que pour Dupé, si on veut passer un cap, je suis pas sûr que ce cap on le passera avec Branco Van de Bomen. J'espère me tromper, mais je pense qu'on se doit d'aller chercher mieux. Mais après, pour le moment, on l'a, et j'en suis très content. Et c'est très bien. Mais il peut faire. J'attends quand même une meilleure deuxième partie de saison de sa part. Ouais. Non, il a moins d'influence, moi je trouve, dans le jeu. Il a quand même quelques matchs où il a été absent. Ouais, il est moins régulier dans la performance qu'en Ligue 2. Tu vois, donc, mais justement, parce que l'adversité aussi est différente. Mais il y a plus le cadré aussi. C'est un temps d'adaptation aussi. Ça fait que 15 matchs, on va dire. Ouais, mais ça veut dire quelque chose. Et puis il est connu. Enfin, je veux dire, il arrive avec un statut aussi. Faut pas oublier aussi qu'en début de Ligue 2, ça a été difficile pour lui. Ça a été difficile en Ligue 2 aussi, quand il s'est adapté. La première saison, elle est pas dingue. Après, ce que je disais, c'est tu demandes à tous les gens qu'on a eu, tous les supporters d'équipe adverse qu'on a eu au téléphone, tu leur demandes si c'est un joueur de TF, c'est Van de Bomen. Ouais, mais c'est parce que les médias aussi font. Voilà, mais le type a eu tellement une étiquette que forcément, quand t'es coach adverse, le premier truc que t'as envie de faire, c'est verrouiller ces gars-là, donc c'est très bien qu'il aura moins de liberté qu'il en va en Ligue 2. Je te rappelle que l'équipe a mis Spearings dans les flops du début de saison. De qui? L'équipe. Voilà. Donc oui, c'est bien beau. Van de Bomen, des fois, il était dans l'équipe type, dans les machins. Tu te dis, putain, Spearings, typiquement, méritait peut-être plus que lui. Donc, après, c'est bien, il a une patte, c'est tout un truc. Non, mais c'est un genre bankable médiatique, quoi. Ouais, moi, je renie pas le joueur qu'il est, quoi. Bien sûr que non, au contraire. Il nous a apporté, des joueurs comme ça, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Oui, on est très content de le voir tous les week-ends au stadium, attention. Mais après, moi, un peu comme Dupé, moi, je trouve qu'il est au taquet. Moi, je pense qu'il est au taquet, quoi. Et comme tu disais, Camille, si à moyen terme, on veut franchir un cap. Sportif, hein. Oui, non, bien sûr. Moi, je pense que ça sera pas avec lui, quoi. Tu veux pas une équipe de France, du coup? Non. Dommage. Ok. Sam Marin, à la limite. Donc, on va enchaîner avec ses compères du milieu de terrain. Donc, Bibiche, après une saison en Ligue 2 tronquée par les blessures et qui a vu l'émergence de Jean Rau, il revient au niveau qui était le sien à son arrivée. Donc, intéressant dans ce rôle de créateur, précieux à la récupération. Je trouve qu'il est quand même monté en régime aussi de Jaguereux. C'est vrai que l'an dernier, on avait eu des débats à se dire, est-ce que Jean Rau peut passer devant dans la hiérarchie? La data mettait Jean Rau dessus. Rappelez-vous, dans les derniers bilans qu'on a fait, d'après la data, Jean Rau était similaire, voire au-dessus des Jaguereux. Mais là, on a vu qu'il y a une classe d'écart entre les deux, que De Jaguereux est quand même au niveau Ligue 1. D'ailleurs, je suis désolé, Fred, je t'ai vu sur Twitter dire que ça manquait d'un Jean Rau en équipe d'Australie. Mais non, en fait, Jean Rau, il a pas le niveau pour le niveau international, il a pas le niveau TEF. T'as fait ton cocorico TFC, mais non, c'est pas ça, c'est pas compatible. Hein. C'est que je voulais dire, mais quand on disait, ça voulait dire que Jean Rau n'est pas dans la sélection australienne, et quand tu vois le niveau de la sélection australienne, oui, c'est cata. Ça veut dire. Oui, ok, d'accord. Ça voulait dire ça. Ok, d'accord. Parce que moi, Jean Rau, cette année, là, par contre, lui. Un petit prêt lui ferait du bien. Il a du mal, ouais. Un petit prêt lui ferait du bien, lui, je pense. Genre, avec le recul, après, c'est facile de dire ça après. Peut-être que Mamadi Bangré, peut-être mieux fait de le garder et d'envoyer peut-être Jean Rau ailleurs. Ouais, mais dans un top club, on va dire. Enfin, top club. Oui, pas que Ville, quoi. Voilà. Oui, non, t'as raison. Bangré, c'était un peu plus le futur, donc t'avais plus le temps de faire passer par un club comme Quevilly, puis le reprêter, pourquoi pas dans un club un peu plus haut.
Si les Girondins de Bordeaux l'année prochaine, par exemple, ça peut lui faire du bien. Moi, Jean Roux, je pensais franchement qu'il passerait ce cap, quoi. Tu vois, comme après, la saison n'est pas finie, attention. Mais pour le moment, de ce qu'on a vu, c'est quand même pas foufou. Après, voilà, comme on dit, il est jeune, il aura un axe d'amélioration, je trouve. 23 ans, c'est hyper jeune. Bien sûr. Donc, et l'année, il nous a surpris d'ailleurs. L'année dernière, il est parti de très loin et au final. Donc, il aura du temps de s'aguerrir aussi. Puis, ça reste un joueur qui est intelligent, qui a peut-être pas le niveau physique pour abattre un travail au milieu de terrain à l'image des trois du milieu. Mais avec du travail, je suis sûr que ça peut être un diamant à polir et qui peut nous servir pour les prochaines saisons. Ouais. En parlant de diamant à polir, je suis bon dans les transitions aujourd'hui. Shaibi, donc physiquement prêt, un vrai rôle de box-to-box, intelligence de jeu, donc c'est la surprise du début de saison qui a été confirmée par ses belles prestations. On passe notamment à Montpellier où il avait sorti une masterclass quand même. Donc à ne pas cramer car il possède tout de même des lacunes. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur. Fares, ça pue le foot. C'est Fares. Ça pue le foot. Moi, j'aime ce genre de joueur, comme j'aime voir Branco, comme j'ai aimé voir Wissam, comme j'aime voir ce genre de joueur de football. Il a une lecture du jeu. Ce gamin pue le foot. Je le trouve pas égoïste déjà sur le terrain. À notre époque, Dieu sait que c'est rare. Il cherche toujours la bonne passe, à mettre le partenaire toujours dans de bonnes conditions. Il sait aussi tenter sa chance quand il le faut. Enfin, puis une polyvalence aussi. Hein. Putain, c'est un gamin que je sais pas combien de temps on va le garder. Peut-être pas longtemps, à mon avis, d'après le. C'est un joueur qu'on n'avait pas forcément. Pour moi, vous m'arrêtez, peut-être que j'ai une connerie, hein. Mais je pense que Montagnier a adapté son schéma tactique à Shaibi. Ah oui. Ça, on l'enlèvera pas de la tête. Je pense que tout son schéma tactique repose pas sur Shaibi, mais quand on a tenté le 4-2-3-1, c'était pour lui. Le 4-3-3, c'est de le refaire venir, etc. Et tout. Pareil. Et c'est bien. Mais attention, il a 15 matchs. Voilà. Bien sûr, je reste lucide. Et notamment, je pense que la coupure Coupe du Monde lui a fait du bien parce que moi je trouvais que sur les deux, il y a blessure. Il cherchait un second souffle. Bien sûr. Mais après, c'est clair, oui, que Montagnier, quand il a vu qu'il avait ça sous la main, lui, il le voit aux entraînements. C'est clair. Après, j'avais un petit mot pour Spearings, qui est le flop du début de saison, forcément. Le couteau suisse est le régulateur, le poumon de cette équipe, qui fait surperformer aussi les autres, je pense. Voilà, il organise, il abat un travail de l'ombre et. Voilà, je pense que les autres joueurs ne seraient pas aussi bons sans lui à ses côtés. Donc, quand Spearings va mal, le 11 va mal. Quand Spearings va bien, le 11 va bien. Voilà. On va enchaîner avec les milieux de manière à parler un petit peu de l'attaque. Bon, Tsingaras, j'ai marqué signal perdu parce que ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles. Oui, putain, Bakel, donc tu peux te permettre de faire une petite blague. Point négatif, pas de profondeur de banc, joueur cramé à la 60e, ce qui se ressent sur les stats, donc le TFC qui perd des points après l'ouverture du score, et dernière équipe du championnat en deuxième mi-temps. Je pense que ça peut être un lien, le fait de ne pas pouvoir tenir un match et un score, avec justement des joueurs qui ne sont pas aussi bons au moment de rentrer en jeu. On va passer à l'attaque, donc j'ai mis le point d'interrogation de ce premier tiers de championnat. Donc depuis la blessure d'Ilé et le recrutement de Dalinga, pour le moment il n'a pas forcément rassuré à ce poste, malgré son but à Rennes qui pourra lui faire que du bien, et on lui souhaite pour le futur. Donc 2 buts depuis au début du mois d'août, il est fin techniquement. Il se battait beaucoup dans les duels, mais on sent que sa période de doute l'a effacé petit à petit. Donc c'est un vrai joueur de surface à la différence de Villiers qui se battait sur chaque ballon. Malgré tout, il est meilleur buteur ex aequo du club avec De Jagereux, Bouclal et Ratao. Combien de buts 3. Oui, mais voilà. Mais oui. Il a la stat pour lui, quoi. C'est pour ça que les stats ne veulent rien dire. Pas toujours dire quelque chose, pardon. On va enchaîner avec les Birmancevic. J'ai noté ses entrées en jeu intéressantes. Un profil qui pourrait faire passer un Ngoumou. Qui manque cruellement dans les fins de match, notamment un profil un peu dynamiteur. On n'a pas ce genre de profil là de mec qui peut aller travailler sur la fatigue de l'adversaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est la bonne pioche pour la deuxième partie de saison. Je pense que moi je le sens pas, enfin. J'ai envie d'y croire. Ses entrées en jeu étaient toutes intéressantes. On a tous dit qu'il avait apporté quelque chose. Et Monaco, il a été à l'image. C'est pas qu'il a été hyper mauvais comme Monaco, il a été à l'image de l'équipe, il a été inexistant. Ouais. Donc c'était pas que lui qui a. Un bon match pour le mettre en lumière non plus, mais j'ai envie d'y croire à Birmancevic. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on a investi sur lui. 3 millions. Enfin non.
Si, 3 millions. Même plus, non? 3 millions 5. Ouais. Oui, 3 millions, ouais. 3 millions d'investissements. En parlant d'investissement rentable, on a Bouklal qui est la véritable satisfaction du mercato. Donc après des matchs amicaux et un début de saison en demi-teinte, notamment marqué par ses efforts défensifs et ses placements qui n'étaient pas toujours très intuitifs, l'international marocain est monté en régime pour atteindre le niveau qui est le sien aujourd'hui. Donc attrape-le de balles de qualité, différence sur son côté, sens de la passe et du dédoublement, il est le principal animateur d'une attaque. Un mal de créateur. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que Bouklal, pour vous, c'est la bonne pioche? Bonne pioche. Paul Pogba. Polo. C'est la satisfaction, ouais. Parmi les recrues, ouais, c'est la satisfaction quand même. Moi j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Bon, il est régulier. Il a encore des défauts, hein, mais bon, il est TF, hein. 22 ans. Je vois pas chez nous sinon. Non, mais. Il est jeune encore, c'est vrai. Hein. Il est prometteur quand même. Ouais. Il est prometteur. Il est bosseur quand même. Puis pareil, pas égoïste, plutôt pas avare d'efforts. S'il peut réussir à donner des ballons, quand même, il les donne. Après, ça dépend dans quel poste il joue. Sur le couloir, c'est bon qu'il a dans l'axe. Hein. Ouais. Oui, parce que Dalinga, il donne pas trop. Après, je pense que la relation passe pas, c'est tout. C'est peut-être deux joueurs différents qui se trouvent pas. Je trouve qu'avec Shaibi, par exemple, c'est très intéressant les échanges. Puis pareil, je trouve que ce don-là, parce que plusieurs fois, de côté, il a été à gauche, à droite, il arrive quand même toujours à s'adapter avec son arrière. Et à combiner plutôt bien. Que ce soit Dessler aussi là, ça a quand même plutôt bien passé. Il est un peu gourmand de temps en temps quand même, je trouve. Après c'est un attaquant. Son rôle aussi. Mais la formation hollandaise, c'est pas mal. Hein. Parce que Branco, Spearings, Bouklal, machin, parce qu'Abouklal, même s'il est international marocain, est formé en Hollande. Il a fait les espoirs, et tout. C'est la bonne pioche et j'ai espoir et j'ai envie de croire que Birmancevic sera notre Abouklal de la première partie de saison. Et c'est pour ça je te dis que je trouve dans les profils, tu vois, Abouklal, il a pas éclaté parce que le mot est fort, quoi, mais il a bien progressé quand même. Ses premiers matchs, rappelle-toi, on était quand même un peu dur avec lui. Hein. Mais bon, il s'est adapté assez rapidement. On va dire. Là, Birmancevic. Mais il a Bouklal devant, il a Shaibi. Enfin, tu vois, il y a ça aussi, il a concu. J'ai envie d'y croire. On va finir sur ces 2 dernières petites minutes sur les attaquants. On continuera les tops, les flops du mercato la semaine prochaine parce que le temps file. Hein. Nathan, sur les attaquants, un dernier mot peut-être? Oui, sur Ratao. J'avais le mot de Ratao. On parlait de Gourban tout à l'heure. Je pense que c'est le mot qui lui correspond, l'adjectif qui lui correspond. On va dire son retour de blessure avait fait du bien au collectif, notamment on pense à son but à Lyon où on s'est dit le retour de Ratao, c'est un peu le joueur qui nous manquait peut-être pour des fins de match un peu décisives, et il a retrouvé un peu ce côté trop de sombrero, les pertes de balles notamment à Rennes, je pense un peu plus de simplicité lui permettrait d'être un peu plus efficace et d'apporter du surnombre devant et de tenir des résultats et de potentiellement dynamiser des fins de match. C'est dommage qu'il ait ce côté-là qui revienne souvent, quoi. On va avoir besoin d'un grand Ratao si on veut se maintenir. Mais je le trouve meilleur en sortie de banc. Je le trouve vraiment meilleur en sortie de banc. Et sachant que si Birmancevic se met un peu au niveau avec Abouklal, on aura vraiment 2 gros ailiers. Peut-être remettre Shaibi peut-être plus en 10, je sais pas, avec un espérant Dalinga qui va vraiment se mettre en tant que numéro 9. Ou pas, je sais pas, mais il nous faut ce second souffle, et Ratao peut être ce second souffle en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il va accepter en termes de statut? C'est une autre histoire. Mais s'il va être titulaire, j'attends qu'il élève un peu plus son niveau de jeu, comme l'a fait Bouklal, je trouve, sur les dernières prestations. Après, Ratao, c'est le genre de joueur, t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Ouais. Moi, je sais pas encore, mais... mais ça reste quand même un titulaire... Ça reste un titulaire indiscutable quand même. Pour l'instant. Alors peut-être, mais en fait, je pense que tu vois, j'allais te reprendre, mais je pense que je suis très pas du tout indulgent avec lui, très intransigeant parce que beaucoup. Ouais, non, parce qu'en fait, c'est comme Mbappé en équipe de France. Mbappé en équipe de France, quand tu le vois, quand il fait juste un match normal, tu te dis putain, il est passé à côté de ton match. Tu t'attends à ce qu'il soit bon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais donc tu sais qu'il en est capable. J'ai un niveau d'exigence avec lui qui est beaucoup plus élevé qu'avec un petit Chabi, un Bamsich, avec un Adonaïou. Moi, je pense que c'est un super joueur. Oui, comme ça, j'en doute pas. Et je t'ai dit, on aura besoin d'un grand Ratao pour se maintenir. J'en suis persuadé. Moi, je le trouve très technique, du punch, de la vitesse quand même, il est explosif. Sa blessure lui a fait du mal, par contre. Ouais, ça l'a vraiment coupé dans son élan. Peut-être que la trêve peut lui faire du bien. Lui fera du bien aussi, ouais.
On termine sur ça ou tu as un dernier mot sur les attaquants? Bon, il y avait Ado, Begraoui, pas forcément. Bonne préparation, mais pas forcément niveau Ligue 1, mais la préparation était quand même. Ado revient mieux. Intéressante aussi, ouais, il revient Ado mieux. Et puis revient Begraoui aussi. Voilà, c'est dommage, on espère. Mais il a marqué hier un but. Ah, Auxence, c'est d'accord. ok. Ouais, j'avais pas calculé. Non, Begraoui, pour moi, c'est. N3. Ça, je pense que ça va s'arrêter là à la fin de la saison, quoi. Il y a moyen. Ça va repartir à Lannion, peut-être. À Lannion, Coupe de France. Je sais pas. Ouais. Je sais même. Je sais qui a marqué. Je sais même pas parce que quand tu vois le tempérament du joueur, peut-être qu'en janvier il va partir en prêt aussi. Ouais. Je sais pas. Après on verra. Écoute, tu sais pas. Tu vois ce que je veux dire. Tu sens oui, pas le joueur. Voilà, quoi. Il est là, mais sans être là, t'as l'impression. Quoi. Je sais pas. Avec 7 minutes de retard, on finira l'émission avec 17 minutes. Donc 17 minutes, donc 10 minutes, on a que 10 minutes de plus. Bon, 17 minutes de temps. Oui, c'est la Coupe du Monde. Voilà, on est sur la Coupe du Monde, on est sur la Coupe du Monde. Oui, sûrement. On se garde, on se réserve le droit de garder le mercato pour la semaine prochaine. On reviendra un petit peu sur un décryptage de tout ça. On va garder tout ça. On reviendra un petit peu plus en détail dessus. Donc, s'il y en a qui veulent participer, qui veulent réagir, surtout n'hésitez pas. On y reviendra. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Nathan, merci Fred. Merci Camille. Merci pour votre boulot et tout. Peut-être à ce week-end au bord des terrains. Merci Elliot. Pas de problème. Et on se dit à la semaine prochaine. Très belle semaine à vous tous. Bisous. Salut. À bientôt.